Allez, aujourd'hui un tuto sécurité pour le bateau. On va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on part du bateau? C'est-à-dire quand on part pour une courte période, une moyenne période ou carrément pour un hivernage. Et c'est super important parce que vous pouvez vraiment abîmer votre bateau, voire avoir des gros problèmes. Donc c'est super important de respecter certaines étapes et certaines notions de sécurité quand on part de son bateau. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Avant qu'on parte sur ce tuto sécurité en bateau, je tiens à vous dire qu'évidemment, qui peut le plus, peut le moins. La liste que je vais vous faire, c'est pas une liste qui est exhaustive. Évidemment, vous pouvez rajouter des choses quand vous partez de votre bateau, mais c'est les choses que moi je fais et qui me semblent vraiment primordiales à respecter. En premier, on va parler des courtes durées, c'est-à-dire 2, 3, 4 jours. Allez, première chose qu'on fait, c'est couper l'eau et le gaz. Alors peut-être que ça va paraître évident pour certains, et peut-être pas pour d'autres, mais il faut vraiment couper vos circuits de gaz et d'eau quand vous partez du bateau. Pourquoi? Alors attention, quand je dis qu'il faut couper l'eau, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des systèmes où vous branchez le bateau directement au quai. Alors certains ils me disent ouais mais c'est dangereux, moi j'aime pas ça, ça peut remplir le bateau d'eau. Alors c'est vrai que si jamais vous oubliez ce circuit d'eau et qu'il y a un endroit où il y a un tuyau qui pète, bah là en fait vous avez de l'eau en illimité, donc vous remplissez le bateau d'eau et ça vous coule le bateau. C'est vrai, ça peut arriver. Tout simplement, quand vous partez du bateau, le truc le plus simple à faire, c'est de couper cette arrivée d'eau. Donc vous coupez l'arrivée d'eau, et là vous n'avez plus de soucis. Quand je dis couper l'arrivée d'eau, petite astuce, si vous coupez juste la vanne, il est possible, imaginons, il y a quelqu'un qui passe, qui se dit « Oh tiens, il a oublié d'ouvrir », ou je sais pas, quelqu'un se trompe, il ouvre sans faire exprès, et vous remet l'eau. Donc pensez bien, moi quand je pars, parce que j'ai ce système-là maintenant sur le nouveau bateau, on ferme la vanne, mais mieux que fermer la vanne, c'est de débrancher le tuyau. Moi je débranche le tuyau côté quai et côté bateau. Voilà, comme ça, si jamais quelqu'un arrive et puis que il fait une erreur, il rebranche mon tuyau parce qu'il croyait qu'il fallait le brancher ou parce qu'il pense que c'est le sien, vous n'avez pas de souci. Voilà, donc il vaut mieux toujours s'assurer 2 fois plutôt qu'une avec ça. Ceux qui n'ont pas ce système, vous allez me dire, ouais, nous on n'a pas ce système, on est tranquille. Pas vraiment, parce que si jamais vous avez un tuyau qui pète à l'intérieur du bateau et que vous avez bien rempli vos réservoirs, vous allez mettre 200, 250, 300 litres d'eau au fond du bateau. Donc quand on part, on n'oublie pas de couper la pompe à eau. C'est important, on coupe le groupe eau, comme ça, si jamais il y a un souci, tout simplement, ça va se couper, et comme ça, s'il y a un tuyau qui pète, vous n'avez pas de pression d'eau qui fait que toute l'eau se déverse dans le bateau. Au niveau du gaz, ça paraît super évident, mais évidemment qu'on coupe l'arrivée de gaz, parce que là, vous pouvez avoir des graves problèmes. Si jamais il y a une fuite à n'importe quel endroit, là, vous pouvez carrément faire péter le bateau. Donc, dès qu'on part du bateau, on coupe le gaz. Moi, perso, la nuit, ce que je fais, c'est que, nous, on fait la cuisine, etc. La nuit, je coupe le gaz. Voilà. J'ai l'interrupteur qui est dans le bateau, et je vais couper le gaz la nuit, je le remets le lendemain matin quand on veut se faire le petit-déj. Mais c'est important de faire ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire chaque soir, et ça, c'est pas forcément obligatoire, bien que moi, je préfère. Mais en tout cas, quand vous partez du bateau, il faut impérativement couper le gaz. Quand on part en navigation, c'est pareil, on coupe le gaz. Vous partez naviguer. Quand vous avez besoin de cuisiner, tout simplement, vous rallumez le gaz et après, on le rééteint. Ça, c'est super important en navigation de couper l'arrivée du gaz. Alors, comme on part que quelques jours, vous allez vous dire, je laisse un peu tout brancher. Non, on va couper tout ce qui est non essentiel. C'est-à-dire, par exemple, les instruments de navigation, tout ce qui est vent, hauteur d'eau, vous n'en avez pas vraiment besoin quand vous partez 3 jours. Votre bateau, il s'en fout de savoir qu'il va y avoir 20 nœuds de vent au port, par exemple. Par contre, en équipement indispensable, c'est les pompes de cale. Quand on part, même de 3 jours, il faut absolument que vous laissiez vos pompes de cale. Moi, je vous conseille, si vous n'en avez pas encore, de vous installer une pompe de cale automatique. Alors ça va vous permettre, si jamais il y a de l'eau qui rentre, de pouvoir la sortir toute seule. Donc nous, on a 3 cales automatiques sur le nouveau bateau. Bon, ok, il fait 15 mètres, mais on en a une dans la cale arrière, une en cale centrale et une à l'avant. Vous voyez, on a 3 pompes automatiques qui vont sortir l'eau si jamais il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Je vous conseille vraiment d'en avoir au moins une, voire 2. Ensuite, quand on part 2-3 jours, c'est important de regarder que vos hublots soient bien fermés. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien les laisser ouverts pour faire une aération. Moi perso, je ferme. Pourquoi? Parce que la météo, tu sais jamais, surtout si tu navigues en Méditerranée, on peut t'annoncer 3 jours de beau, et puis en fait, le 3e jour, il va pleuvoir. Donc si tu as laissé tes hublots ouverts, donc
moi je me fais une routine, si Annie elle part de l'avant, elle va vérifier tous les hublots, et moi pendant ce temps, je coupe l'eau, je coupe le gaz, et là on peut partir. On ferme le bateau et on peut partir. Ensuite, vous partez que 2-3 jours, et vous allez me dire, il faut faire tout ça, c'est déjà pas mal, oui. Maintenant, vous pouvez faire une dernière chose, la dernière chose que vous pouvez faire, et qui est quand même pas des moindres, c'est d'aller vérifier l'amarrage. Alors ouais, je sais, vous allez vous dire, ouais, ça fait une semaine qu'on est là, on est bien amarré, ouais, mais vous allez partir, donc c'est important de vérifier. Donc on fait le tour du bateau, vous vérifiez amarre, tribord, bâbord et arrière, et pareil pour l'avant. Pendant que vous y êtes, ça ne peut pas faire de mal de faire un petit tour du bateau, vous promenez et vous regardez s'il n'y a rien qui s'est détaché, si les voiles sont bien attachées, si la drosse d'enrouleur est bien coincée, si tout va bien, vous pouvez partir en week-end. Et si on part plus longtemps, c'est-à-dire entre 1 et 4 semaines? Alors bien évidemment, on va respecter la liste précédente. Et ouais, donc tout ce qu'il y a sur la liste précédente, c'est-à-dire pour quelques jours, on va d'abord le faire. Parce qu'évidemment, si on part plus longtemps, tout ce qui est valable pour 3-4 jours, ça va être valable pour 1 à 4 semaines. Alors, première chose, moi quand je pars plus d'une semaine, je coupe l'électricité de mon bateau. Je sais, certains vont vous dire « Ouais, mais il y a les fusibles prévus pour, ça risque rien, nanani, nanana ». Il y a deux écoles. Soit tu te dis « Bah ouais, ok, moi je fais confiance, je laisse, quand je parte chez moi, je disjoncte pas la maison ». C'est vrai, il y en a beaucoup qui font ça. Je considère qu'un bateau, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que déjà, les circuits dans une maison, normalement, ça a été fait, on va dire, par des pros. Alors pour moi, forcément, ça a été fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est venu, qui a fait vraiment l'électricité pour la maison. Sur un bateau, c'est plus compliqué. Si tu achètes un bateau d'occasion, il est possible que ton bateau, il a été bricolé plusieurs fois. Bon, bref, même si ton électricité est super bien faite, perso, je préfère disjoncter mon bateau. Et le seul problème qu'il va y avoir, principal, c'est le frigo. Et on va y venir, si tu pars longtemps, pour moi, tu disjonctes l'électricité et ce qu'il y a dans le frigo, tu vas l'enlever. Donc tu vas vider ton frigo. Alors ça, c'est super important de ne pas oublier de vider ton frigo, parce que si tu laisses de la bouffe dedans et que tu pars un mois, je ne te dis pas au retour l'odeur qui va imprégner le bateau. Et oui, ça nous est arrivé une fois, parce que sur le nouveau bateau, on a un frigo et un petit congèle. Sauf que le petit congèle, on n'a pas l'habitude d'avoir un congèle sur un bateau. Donc, on a ouvert et il y avait un petit sachet de fruits de mer. Ce petit sachet de fruits de mer qu'on a laissé dans le congèle, parce qu'on s'est dit, avec Sani, bah vas-y, on va l'enlever au dernier moment. Et puis au dernier moment, on est parti, on l'a oublié. Je vous dis pas, ça a imprégné le bateau quand on est revenu. L'odeur, elle est restée une semaine. Donc, en conclusion, première chose, on coupe l'électricité, on disjoncte le bateau, et derrière, on vide le frigo, et on le laisse ouvert pour être sûr qu'il n'y ait pas d'odeur. Puisqu'on était sur l'électricité, vous allez me dire, et les batteries de bord? Moi c'est pareil, franchement les batteries de service, je les coupe, c'est-à-dire batterie de service, batterie moteur, je coupe tout. Évidemment, à bord du petit Corail, on a des panneaux solaires qui viennent recharger les batteries pendant l'hiver. Donc oui, ça je le laisse, alors certains déconnectent en plus les panneaux solaires pour être sûr. Moi j'ai toujours laissé les panneaux solaires avec le régulateur MPPT qui charge les batteries, et il n'y a jamais eu de souci. Bon, faut être parano, mais pas trop non plus. Voilà, moi ça je fais quand même confiance à mon installation, c'est une installation qui est relativement simple, avec mon panneau solaire, mes fils, mon régulateur MPPT qui va charger mes batteries, et je pars du principe qu'il n'y a pas trop de risque que ça prenne feu. Alors si vous me demandez, le risque zéro, ça n'existe pas, mais on est quand même sur un risque faible. Voilà, selon moi, encore une fois, c'est vous qui allez mettre votre jauge de sécurité. L'avantage de laisser les panneaux solaires, c'est que du coup, si vous partez 2-3 mois, surtout pendant l'hiver, vos batteries, elles sont constamment rechargées. Et quand vous revenez, vos batteries, elles n'en ont pas pris un gros coup. Parce que oui, si vous coupez tout et que vous n'avez pas de petits panneaux solaires pour au moins maintenir la charge, vous risquez de flinguer vos batteries. Ensuite, puisqu'on part longtemps, on va évidemment ranger le pont. Il faut que le pont il soit vraiment clean, c'est-à-dire qu'on va ranger tout ce qui est taux. On va mettre des petites bâches sur les winches, sur la barre à roues. Voilà, on va tout protéger, parce qu'il faut bien penser que plus vous allez protéger vos équipements, plus ils vont vous durer longtemps, surtout les winches, surtout tout ce qui est les taquets qui sont en plastique avec les UV, ça s'abîme. Donc si on peut les couvrir, c'est mieux. Au niveau des voiles, petite astuce, je sais que vous allez rouler votre génois et vous vous dites il y a la bande anti-UV. Là encore une fois, il y a deux écoles. Soit vous enlevez carrément les voiles et vous les roulez dans le bateau, alors ça c'est bien si vous savez que vous partez par exemple 3-4 mois. Vous partez 3-4 mois, vous rangez les voiles, vous les mettez au sec, c'est encore le mieux. Par contre, si vous comptez revenir à peu près tous les mois à votre bateau, c'est un peu chiant parce que si vous enlevez les voiles, vous n'allez pas forcément après les remettre, les renlever. Donc, si vous voulez les laisser à poste, c'est possible, mais à ce moment-là, le génois, super important de le ferler. Alors moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait,
Alors là, sur le grand, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est super haut, donc j'ai un peu de mal à monter. Mais si je pars longtemps, je vais le faire. En fait, tout simplement, vous prenez un boot, donc pour ceux qui ne connaissent pas un boot, c'est une corde, et vous allez enrouler la corde autour du génois. À quoi ça sert? Si jamais vous avez votre drosse d'enrouleur, la drosse d'enrouleur, c'est en fait ce qui maintient l'enrouleur de génois, qui le maintient finalement fermé, et qui va permettre que votre génois reste enroulé. Si vous coupez la drosse d'enrouleur, cette corde-là qui passe dans tout le bateau, si vous la coupez, bah, le génois, avec un peu de vent, il peut s'ouvrir. Donc moi, je pars du principe, si ma drosse d'enrouleur pète, ou si le taquet qui la coince s'ouvre, eh ben, j'ai toujours cette corde, ce boot, finalement, qui vient maintenir mon génois. Ensuite, au niveau justement de la drosse d'enrouleur, vous avez forcément un coinceur quelque part. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le coinceur, mais en plus, je vais aller mettre ma drosse d'enrouleur sur un taquet. Comme ça, normalement, là, vous n'avez plus de soucis avec votre génois. Franchement, je sais que vous allez vous dire, ouais, ça arrive souvent. Ouais, ça arrive très très souvent. Moi, ça m'est arrivé au port de voir un génois qui s'ouvre, voilà, parce qu'il y a beaucoup de vent, que la drosse d'enrouleur a pété. Et donc, ça m'est arrivé d'aller sur un bateau et puis de réenrouler le génois avant qu'il se déchire. Ça arrive que on revienne et puis on voit un bateau, son génois, il s'est ouvert et il s'est complètement déchiré. Et ça, c'est vraiment dramatique. D'une part parce que c'est pas cool et puis ça va vous coûter 2 ou 3 000 balles un génois, quoi. Allez, ensuite, en petit truc, je sais que c'est pas grand chose, mais on prend la météo. C'est-à-dire que si vous voyez qu'ils annoncent de fortes pluies, des grosses pluies ou un fort vent, et vous allez pouvoir anticiper un petit peu qu'est-ce que vous allez faire. Bien que, moi comme je suis parano, et j'ai tendance à partir du principe qu'il va y avoir des fortes pluies et des forts coups de vent et que je vais pas être là, et donc je prévois que ça va arriver, et je fais ce que je vais vous dire là par la suite. Alors première chose, je préviens un voisin, un pote, lui dire, bon écoute, je vais partir, est-ce que tu pourras au cas où passer, jeter un coup d'œil si je vois que la météo est un peu pourrie. Voilà, donc tu as toujours un copain, tu as toujours un voisin qui va te dire ok, pourquoi? Parce qu'en fait ton voisin, il va te dire oui parce que lui il va être là pendant la semaine où t'es pas là ou pendant le mois où t'es pas là, et puis quand lui il va pas être là, c'est toi qui vas pouvoir surveiller son bateau. Donc c'est important d'avoir un bon contact avec vos voisins de ponton. Voilà, vous savez que moi mon voisin de ponton c'était Sylvain, voilà, c'était vraiment super. Parce que on se surveillait les bateaux l'un l'autre, si on savait qu'il y avait un coup de vent, on allait regarder les amarres si elles étaient bien mises. Et c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un qui peut surveiller le bateau. Et en parlant d'amarres, évidemment c'est mon deuxième point sur les choses à faire si tu attends un gros coup de vent, alors que tu sois là ou pas, c'est de doubler les amarres. Moi, quand je pars longtemps, c'est-à-dire plus d'une semaine, je vais doubler les amarres. Alors oui, c'est abusé, mais c'est toujours mieux. Alors, doubler les amarres, c'est pas dur, hein. C'est tout simplement que tu vas aller mettre une amarre en double à l'arrière, et à l'avant sur la pendille, généralement, oui, je remets au moins une amarre en plus, pour être sûr, parce que si ça pète, en fait ton bateau il va aller se balader, il va aller taper sur les autres bateaux. Donc je préfère doubler les amarres, et puis quand je reviens, oui, t'es obligé d'enlever plein d'amarres, mais au moins tu pars l'esprit un peu plus tranquille. Pendant qu'on y est, puisque tu doubles les amarres, tu en profites pour écarter un peu ton bateau du quai, voilà. Je vois trop de bateaux, les gens partent, ils ont doublé les amarres, mais le bateau il est à ça du quai. Tu penses bien que quand il y a beaucoup de vent, le bateau il va quand même reculer, il va taper, et c'est pour ça que des fois tu vois des bateaux avec les jupes complètement explosées. C'est pas que le propriétaire a mal fait le job, c'est juste qu'il faut prévoir que ton bateau il va reculer avec le vent, et surtout des fois, en Méditerranée, ça arrive que la houle rentre, elle est petite, elle est courte, et souvent elle est assez violente. Si elle rentre dans le port, ça fait ricocher, et ça peut vraiment te faire reculer le bateau. Enfin, quand on part de son bateau pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines, alors ça j'aurais même pu le mettre pour 2-3 jours, mais de toute façon moi je le fais tout le temps, on ferme les vannes du bateau. Alors ça j'aurais pu le mettre avant déjà dans la partie plus courte, mais déjà quand on part plus d'une semaine c'est sûr, il faut fermer les vannes, fermer vos vannes. Attention, si vous fermez la vanne moteur, quand vous allez revenir, vous allez peut-être oublier, et vous avez un risque finalement de démarrer le moteur avec une vanne fermée. Là vous pouvez péter le moteur. Donc moi ce que je faisais c'est que je m'étais fait un papier gros vraiment sur le coupe-circuit moteur. Quand je coupe les circuits du moteur, je mets ce papier et je mets ouvrir vanne au moteur. Ce qui fait que dès que j'arrive, je vais pour remettre l'électricité, je vois ça, et avant de remettre l'électricité, je vais ouvrir la vanne d'eau du moteur et ensuite je mets mon électricité. Faites-le parce que si jamais vous oubliez, le moteur, vraiment vous pouvez le péter. Allez, dernière petite astuce. Alors moi j'aime bien parce que justement sur le portable j'ai ça. J'ai installé une caméra de surveillance sur mon bateau. Voilà, elle est de la marque Tapo que j'ai acheté chez un Casto Merlin quelconque. Donc toute la gamme Tapo, ils ont les caméras d'intérieur, les caméras d'extérieur et ils ont aussi des détecteurs de fuite d'eau.
que je vais acheter, je les ai pas encore achetés. Encore une fois, je vous le dis, hein, c'est pas une collaboration commerciale ou rien du tout. Tapo, c'est pas que je vais faire cette vidéo, mais vraiment, j'ai testé ce matériel. Ça fait plusieurs mois qu'on a ce matos et vraiment, c'est fiable. Là, je suis chez mes parents à Grenoble, je peux regarder mon bateau à distance. Il me prévient si quelqu'un monte sur mon bateau. Donc j'en ai mis une à l'extérieur, une à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Je peux mettre une alarme, je peux parler par la caméra. Si vraiment vous voulez surveiller votre bateau, c'est vraiment vraiment génial. Allez, on en arrive à l'hivernage du bateau. Qu'est-ce qu'on fait quand on hiverne son bateau? Alors là, je parle hiverner le bateau, c'est que tu vas partir au moins un mois, plus d'un mois, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait quand on hiverne le bateau? Alors, je vais pas vous faire le coup de vous dire, bah évidemment, on refait toute la liste qu'il y a avant, mais évidemment, on refait toute la liste qu'il y a avant, et tout ce qui va marcher à l'eau de mer, c'est toujours bien de le rincer à l'eau douce. Donc, qu'est-ce qui marche à l'eau de mer? Bah souvent, votre moteur, l'évier et les chiottes. Ces 3 trucs, c'est super bien si vous pouvez rincer à l'eau douce et surtout les laisser à l'eau douce. Par exemple, les toilettes, c'est simple. Donc tu vas rincer à l'eau douce, tu vas couper l'arrivée d'eau de mer et puis tu vas faire tourner en fait à l'eau douce, et ensuite tu fermes les vannes. Pour le moteur, c'est pareil. Alors il y en a beaucoup qui ont des systèmes pour rincer le moteur à l'eau douce, c'est vraiment génial. Là, j'ai pas le temps de vous faire un schéma de ce qu'il faut faire, mais en gros, pour schématiser, vous savez que votre moteur, il a forcément une prise d'eau de mer. Donc il y a une vanne. Ce que vous pouvez faire, et que certains font comme bricolage, mais là, il faut être bon bricoleur, ou alors vous le faites faire. Mais en gros, avant cette vanne, vous pouvez mettre finalement une dérivation qui va vous permettre de venir brancher un tuyau d'eau douce. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, tout simplement, vous allez venir brancher le tuyau d'eau douce, fermer la vanne d'eau de mer, vous mettez l'eau, et là, vous allez faire tourner votre moteur à l'eau douce. Alors souvent on me demande les pleins d'eau, les pleins d'essence, qu'est-ce que tu fais? En général, tout ce qui est gazoil, il faut faire le plein. Pourquoi? Parce que si tu laisses de l'air, ça peut former des bactéries. Donc le mieux quand tu pars longtemps, c'est tu remplis ton réservoir à ras-bord de gazoil pour éviter, pour minimiser les risques de faire des bactéries dans le réservoir de gazoil. Pour l'eau, ça va être complètement le contraire, c'est-à-dire que si tu laisses de l'eau, un réservoir plein d'eau pendant un moment, bah, tu te doutes que ça va former des bactéries dans l'eau, et donc là, c'est le contraire, il vaut mieux vider tes réservoirs d'eau, donc tu les mets à 0, et puis comme ça, tu limites le risque que ton réservoir d'eau reste avec une eau qui va stagner et qui va donc développer des bactéries. Parce que oui, le gazoil et l'eau, ça marche pas du tout pareil, ce qui va créer finalement des bactéries dans le gazoil, c'est le fait qu'il y ait de l'air, et ce qui va créer des bactéries dans l'eau, c'est tout simplement qu'il y ait de l'eau. Ensuite, évidemment, je le redis, mais là, c'est vraiment le moment de doubler vos amarres et de tout protéger. Si quand vous partez 1 semaine, 2 semaines, vous ne voulez pas tout protéger, vos winches, etc., je le comprends, mais là, quand on hiverne le bateau, il faut vraiment, vraiment tout protéger. Et les voiles, le mieux, c'est encore de les ranger, de les plier propres. Et si vous ne voulez pas le faire, de bien fermer les voiles pour être sûr qu'elles ne vont pas s'ouvrir. Une dernière chose qu'on pourrait se demander, c'est au niveau des objets de valeur. Est-ce que vous cadenassez tout ou est-ce qu'on laisse tout ouvert? Là, il y a 2 écoles. Moi, j'ai un pote, il laisse tout ouvert. Il me dit, bah écoute, le bateau, il est ouvert, ils vont rentrer dedans, ils vont voir qu'il n'y a rien à piquer, puis ils vont repartir. Et moi, perso, j'enlève les objets de valeur, mais je cadenasse quand même tout. Voilà, j'aime pas qu'on rentre dans mon bateau, parce que je me dis, bah n'importe qui peut rentrer dans le bateau, aller passer 3 nuits. Voilà, donc tout est cadenassé. Quand je pars du bateau longtemps, moi, je préfère tout fermer. Mais encore une fois, il y a 2 écoles. Et on en arrive à la conclusion de ce tuto. Alors évidemment, tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas une liste exhaustive. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas forcément tout. Là, c'est vraiment ce que je fais moi. Mais vous pouvez en rajouter, il n'y a pas de souci. Et surtout, si vous voulez rien oublier, je vous conseille vraiment de vous faire une checklist au début, une liste écrite. Et comme ça, vous vous dites, ok, allez, on fait ça, les hublots, c'est fait, l'électricité, le gaz, c'est fait. Vous suivez la liste et au début, ça va vous forcer en fait à avoir une routine. Petit à petit, vous n'allez plus avoir besoin de la liste. Mais faire une checklist, c'est vraiment une super idée. Je sais que vous avez des fois des trésors d'ingéniosité derrière vos écrans, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous rajoutez des choses, si vous avez des astuces pour l'hivernage, pour la sécurité du bateau, mettez-les en commentaire, ça peut aider plein d'autres personnes, ça peut aussi moi me donner des idées, parce qu'on a toujours à apprendre en bateau. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne, spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre 2e formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité.
Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com. Et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!